Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour un débrief qui va être un peu plus, j'ai envie de dire, historique. Pourquoi je dis cela et que je suis un peu quand même content de vous le faire, c'est que Paul Sexas aujourd'hui vient de remporter le Tour du Pays Basque. Sa première course par étape pour voir le Tour d'une semaine, c'est 19 ans, bon c'est son âge aussi, mais 19 ans après la dernière victoire d'étape France, enfin victoire pardon, française au classement général d'une course par étape, voir le Tour d'une semaine après le Dauphiné 2007. Bon, même si je le dis souvent, j'aurais fini par remporter en 2016 le Tour de Californie, mais c'était un an avant que cette épreuve passe pour le Tour. Surtout, c'est le premier Français à remporter cette épreuve depuis 99 et Laurent Jalabert, le quatrième à le remporter dans l'histoire après la première édition. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que la première édition, c'était un triplé français, en tout cas le podium est intégralement français, c'était en 1924. En 1900, c'était Francis Pessier devant Henri Pessier et Charles Lacquet. Et on a eu Jacques Anquetil qui a remporté en 69, pardon, c'est le cinquième français à le remporter parce que Fontan l'a remporté en 27 aussi. Et, euh, et Anquetil c'était en 69. Mais aussi, c'est quand même une des courses par étapes les plus difficiles d'une semaine parce qu'il y a les caractéristiques du Pays Basque, le fait que ce soit des ascensions courtes avec des forts pourcentages, des routes étroites, qu'on ait toujours une certitude très importante au départ, qu'on ait des conditions météo là, avec de la canicule et de la pluie, mais surtout, aussi, c'est quand même mine de rien le premier coureur remporte, enfin le plus jeune coureur à remporter cette épreuve à 19 ans. Également, il remporte tous les classements et surtout, il remporte, c'est le plus jeune coureur à remporter une des 7 plus grosses courses par étape d'une semaine. Voilà, le ton est donné avec Paul Sexas. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Demain, ce sera le débrief de Paris-Roubaix. Mais aujourd'hui, ça va être le Tour du Pays Basque. Avec cette étape que j'ai regardé à peu près 90 derniers kilomètres. Et un scénario qui est assez intéressant avec une échappée qui était de 5 à un moment en tête de course. On avait notamment Benelli, Skelmose qui était présent avec Marc Solé. On avait également aussi Peter Oxenberg qui a été lâché quand même un peu plus tôt que ses compères d'échappée. Et j'ai oublié dans l'échappée initiale, qu'est-ce qu'on avait, c'était terrible en cinquième autre coureur. Ça va me revenir peut-être. Bah là, actuellement, ça me revient pas, c'est ça qui est terrifiant. Non, je ne l'aurais pas. Est-ce que je pourrais revoir le direct Pro Cycling Stat? Même pas. Mais en gros, oui, on avait un groupe de 5 qui était à l'avant, bien parti, qui avait quand même en fait s'alterner. C'est-à-dire que on avait une équipe UNOX qui était quand même partie à 6 en contre-attaque, ce qui était assez intéressant parce que justement, on avait, comme je dis, 6 coureurs qui étaient partis. Enfin, on avait 5 coureurs de la UNOX qui étaient dans un groupe de course qui était vraiment conséquent, peut-être 20, plus de 20 coureurs. Sauf que ce qu'il fallait surtout se dire à ce moment-ci, qui était assez intéressant, c'était. Attends, j'aurais peut-être. Benelli, Ziyard. Non, j'aurais. Ah, Juan Pedro Lopez, voilà. Mais surtout, ce qui était assez intéressant sur cette étape, c'était qu'on avait avant tout donc les UNOX, mais qui étaient entre 20 et 30 secondes. Et ça montait jusqu'à 1 minute 30. Parce qu'en fait, ce qu'il fallait savoir, c'est que à chaque fois sur les portions monte, sur les ascensions, on était à plusieurs à se relayer côté UNOX, mais en faisant un rythme régulier, on essayait de limiter l'écart alors que l'échappée, enfin le quintet de tête, augmentait l'avance dans les montées, mais dans les descentes et parties de transition, l'échappée, enfin le groupe de gauche se rapprochait de manière générale. Et effectivement, alors à un moment dans l'ascension, est-ce qu'on pourrait la voir cette ascension-ci? Pour moi, c'est le Ascaraté. Bah, c'est là où c'est que ça c'est parti, le Ascaraté. Mais ouais, on avait le Elesua aussi, mais je crois que c'est le Elesua ou Escaraté dans une des deux ascensions. C'est vrai que bah, c'est peut-être même l'Escaraté. C'est qu'on a à plusieurs reprises des attaques. Euh, Moi, j'avais peut-être même les soirs. En tout cas, on avait des attaques dans cette échappée, notamment. Non, escarté parce qu'on avait le trio qui s'était formé. Et du coup, on avait Benelli, par exemple, qui avait accéléré à certains moments. Et je pense aussi, quand il avait été suivi justement par. Enfin, Stelmos avait un petit peu un temps de retard à un moment, même s'il était revenu sur son rythme à la fin. C'était vraiment Benelli qui était assez animateur avec Marc Solé. Après, Marc Solé, on sait qu'il est régulier, notamment, je pense,
De la dernière ascension, à un moment, on le voit lâcher. Et puis il revient. Toujours Marc Solé. Il accélère, à un moment, il se fait récupérer, lâcher et il repart. Mais en fait, c'était surtout que, comme si on avait lâché Pedro Lopez et le coureur de la Ineos, Pete Oxenberg. Mais je me disais que c'était pas, ça s'entendait pas totalement bien dans le sens où on avait vu une accélération de Benelli et on avait vu Scialmos qui avait été lâché et qui était revenu. Même si au final ça avait collaboré de manière générale. Et ce groupe-ci, bon, avait gardé sa minute d'avance. Mais sur la longue portion de plat, en fait, c'était fait récupérer, notamment non pas que par le rythme de la Uno X, où on a vu même un moment dans l'avant-dernière ascension répertoriée des coureurs de la Visma qui avaient roulé, mais c'était surtout, enfin un coureur en l'occurrence, c'était surtout, je pense notamment au rythme imposé par la formation UAE, parce qu'ils ont fait des cramponnés alors qu'il n'y avait que 20 secondes d'écart, Marc Solé, et ce qui leur a permis pour Arieta d'avoir également Novak et Groschartner qui se sont mis à rouler, enfin qui se sont mis à rouler, même si on a vu que ça n'avait pas réellement fonctionné de manière générale. Mais en tout cas, on avait une formation UAE qui était revenue sur ce duo-là, donc dans le final Skelmos et Benelli, qui a fait quand même une grosse échappée, qui ont été surtout animateurs et qui avaient eu un temps d'avance et qui ont dépensé plus d'énergie qu'un groupe où beaucoup de coureurs justement étaient entre guillemets cachés parce qu'on on bénéficiait du travail de la Unox, même si comme je dis pendant la partie en vallée on avait de la Unox, la UAE qui a roulé un peu dans l'avant-dernière ascension les Visma, mais c'était avant tout la Unox pendant très longtemps avec leurs 5 coureurs forcément même si on va dire que c'est un groupe conséquent et que les relais revenaient moins rapidement que quand tu es dans un trio ou un quintet. Mais en même temps, c'était quasiment les mêmes coureurs qui roulaient. Donc certes sur un rythme régulier pour stabiliser l'écart et après accélérer. Et c'est vrai que cette échappée-ci, bon, à un moment je me suis dit, bon, il revenait pas trop. Mais c'est vrai que quand il était revenu à 20 secondes, c'était assez intéressant parce que du coup ça a permis à la UAE de faire descendre Marc Solé et du coup de se dire, on a peut-être une opportunité à jouer. Pourquoi? Parce qu'en fait à l'avant il y avait... pardon. Il y avait Arieta, mais Arieta revenait payer un placé au général, il revenait dans le top 5 à un moment. Comme tout simplement Johan Essen. Johan Essen qui était hors du top 10 et c'était vraiment un très très bon coup de cette formation d'utiliser Tobias Allan Johan Essen, en tout cas de le mettre à l'avant pour venir et en utilisant 4 coéquipiers à ce moment-ci, ça lui permettait entre guillemets d'être dans les roues dans le sens où il ne roulait pas. Il dépensait pas tant d'énergie que ça. Toutefois, ce qui était très très bien vu pour lui, c'était de bénéficier de coéquipiers et d'un surnombre. Surnombre, alors ça, forcément, tout le monde te regarde, mais un surnombre aussi où au moins tu es assuré qu'il y a des coureurs qui roulent dans une échappée où c'est difficile à s'entendre. Et surtout, il pouvait rester entre guillemets caché dans le sens où il avait 3 à 4 coéquipiers qui pouvaient rouler pour lui, même si il n'était pas caché. Alors on va me dire que je m'embrouille, mais pas du tout. Il n'était pas caché dans le sens où vous savez que c'était pour lui le rythme. Toutefois, j'ai bien aimé l'audace de cette équipe quand même, de partir, de comprendre que tout n'était pas perdu, de voir que ça faisait quand même 3, depuis j'ai envie de dire mercredi, où les échappées pouvaient aller au bout, et surtout on avait des échappées effectivement qui étaient assez conséquentes, de saisir cette opportunité-ci, surtout qu'à un moment, voilà, que l'écart est quasiment allé jusqu'à 4 buts, on se disait pour Sexas, ça peut être compliqué. Surtout que l'équipe, on pensait qu'il y avait Richie Tilo à l'avance, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et au final, cette équipe, certes, Decathlon était forte, était très intéressante collectivement autour de Sexas ces derniers jours. Ça a été le cas aujourd'hui, jusqu'à l'avant-dernière difficulté, où on a des accélérations de Lipovic, mais un Florian Lipovic qui est assez compliqué dans le sens où c'est des attaques où il fait pas réellement la différence parce que Lipovic, c'est pas celui qui a le plus de punch. Donc forcément, il aurait dû se mettre sur un rythme au train pour décramponner ses adversaires, ou même garder un rythme, mais accélérer au fur et à mesure. Sauf qu'il a tenté à 2 ou 3 reprises, c'est que ça s'était resté dans les roues. On avait vu notamment, bon, il y avait Bilbao qui était dans ce groupe et ils Aguirre, hein. Mais on avait vu que ça cassait notamment, je pense, Kevin Vauclin, que ça roulait pas trop. Il était parti avec Champoux, hein, bon, c'est que ça c'était dans un roue. Et moi, ce que j'ai été impressionné, c'est aussi le démarrage de Sexas, parce qu'il te fait quand même un démarrage, je vais dire fabuleux, oui. En tout cas, on a un très très gros démarrage où il a fait jaillir son venin dans le sens où il était en 3e position et boum, boulet de canon, comment il est parti. À certains moments, on pourrait se dire, mais pourquoi y aller? C'est vrai que on part il part à quasiment 58 bords de l'arrivée, on pourrait se dire c'est osé, effectivement, et je me disais que c'était quand même osé parce qu'il disait qu'il était sur la défensive, sauf qu'on oubliait toujours, c'est qu'il était sur la défensive par rapport à Lipovic. Non, ça c'est une certitude quand il parle à l'attaque, mais il était surtout pour la défensive par rapport à Johan Essen, qui Johan Essen, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Effectivement, quand il était sur les équipes, est-ce que tout le monde allait collaborer avec lui, ce qui n'était pas sûr, et du coup il aurait pu perdre le général comme cela. Donc effectivement, il est parti. Certains diront que c'est peut-être pas le mieux stratégiquement d'avoir fait 40 km en solitaire,
mais ça permet quand même de limiter les dégâts et puis même d'user aussi ceux qui étaient derrière. Je pense notamment à l'AIF qui avait quand même du gem show, en tout cas sur PC sur dans cette gem show avec Beloki autour d'Alex Baudin notamment et même Léonard, sauf qu'on s'est rendu compte que déjà, alors Baudin, on n'a pas vu l'image au moment même où il a été lâché. On a seulement vu un moment en fond devant une voiture de direction de course, peut-être 3 IF lâchés du groupe Lipovis, mais un groupe qui a eu du mal à s'organiser. Et c'est vrai que bah, même Lipovis, ça ne collabore pas tant que ça dans l'avant-dernière ascension. Même Izagirre n'a pas réellement tenté, alors qu'Izagirre il avait l'opportunité d'aller chercher le podium par rapport à Roglic. Baudin avait mis son équipe à rouler, mais au final, on voyait que c'était compliqué. Donc c'était très bien vu de la part de Paul Sexas de tenter d'y aller. Ça remuait pas le couteau dans la plaie, mais en tout cas, ça mettait à mal bah, justement son aspect mental, ses adversaires. Et surtout, bah, il était parti pour la défense du maillot. On voyait déjà avec la voiture aussi, on lui disait voilà, si tu as besoin de quelque chose, tu nous le dis éventuellement, enfin, ce qui était logique. Mais il était surtout lancé dans un chrono de plus de 40 bornes. Ce qui lui a permis, ce qui lui a permis de réduire l'écart, oui, parce que je crois qu'au moment, bah, avant les attaques, on était à peut-être 4-10, un truc comme ça. Et on était à 3,45, je crois, au moment où on avait les premières attaques de Lipovic et de Romo. Alors, il est descendu jusqu'à quasiment 2 minutes de retard sur le groupe Johan Nessen, mais grosso modo, enfin, sur la tête de course, parce que le groupe Johan Nessen, c'était une 30 d'écart. Après, il y a pas mal de kilomètres où il s'était stabilisé avant de perdre du temps dans le final et de se faire récupérer par le groupe Lipovic, où dans l'ascension, ils ont laissé un peu partir les adversaires. Toutefois, ce qu'il faut quand même souligner, c'est vraiment une très bonne forme et performance de sa part sur cette semaine-ci pour Paul Sexas. On aurait pu penser, et à juste titre, qu'il aurait peut-être moins d'énergie. Et il est vrai que ça peut être compliqué à un moment. Est-ce qu'il y aurait des agacements? Bah, en tout cas, c'est pas ce que j'ai le plus détecté. Mais il faut vraiment souligner qu'il a fait une très belle course. Cette semaine, qu'il a quand même géré le maillot leader de bout en bout avec une pression. Bah, on a pas mal de médias qui ne parlent pas tout le temps de cyclisme. Mais bon, on a quand même bonjour, j'en reparlerai demain dans Paris-Roubaix. Mais honnêtement, si ils ont parlé dans la chronique Expresso où tu as un sujet à parler d'une minute sur Paul Sexas, c'est du grand n'importe quoi, hein. Enfin, franchement, ça apporte rien et c'est juste nul en fait l'article. Et idem. euh, Bon, il y a RTL qu'on fait une chronique aussi, donc ce qui montre qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à Paul Sexas, alors que vous savez, moi ça fait 2 ans que je le suis, j'avais découvert sur le Pro Cycliste de Styros la vidéo Tour des Alpes sur PCL 2024, et j'étais étonné de voir un jeune corps français comme ça, assez fort, il voit dans la vidéo qu'il existe réellement, et je vais voir sur les pages jeunes le magazine, et il était en train d'exposer un peu tout le monde. Et je demande à un de mes potes qui était en junior à ce moment-là, s'il pouvait venir sur Sexas, il m'a dit que c'était une machine, en montagne et en chrono, donc déjà ça m'avait intéressé. Bien évidemment, je disais qu'il fallait pas mettre la pression, mais la pression, ouais, je le dis souvent, mais en tout cas sur ces semaines, on a l'impression qu'elle a quand même ruisselé sur lui. Oui, c'était pas réellement foulé à part peut-être sur l'étape 4, voire 5, parce que c'est vrai que sur la descente, c'était peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, dans le final, il perdait quand même quelques secondes. Est-ce qu'il y avait réellement de la fatigue? En soi, par rapport à ses principaux adversaires, il n'a pas perdu de temps aujourd'hui. Là, ce qu'il perd, c'est par rapport à Johan Nessen qui a tenté son bateau avec ses coéquipiers, qui quand même finit très fatigué parce qu'il n'y a pas été réellement possibilité même de lâcher ses adversaires. Et puis même, il finit quand même à 2 secondes de Fiorelli par exemple, Verstringue et Velasco. Dans le final aussi. Donc il a quand même perdu de l'énergie, mais forcément on était à combien? On était à 38 700 de moyenne sur une étape de 3000 mètres de dénivelé. Ça a quand même roulé assez fort, sachant qu'on était sous la pluie et dans le froid aussi, ce qui a forcément compté. Et puis surtout pour Uno X, cette, je veux dire, oui, cette atmosphère viking leur a permis effectivement, enfin, oui, on connaît la paix viking dans cette formation, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est ancré dans cette formation. Et là, c'était aussi l'esprit de combativité, de les voir partir à l'avant, ce qui était très, très bien joué. Ils avaient ça à tenter pour être dans le top 10, voire même chercher le podium ou sur un aspect où ça se regarderait. Jouer, pourquoi pas, à la victoire finale. Bon, ça s'est pas regardé. Paul Sexas a très très bien réagi. Et non, il a été maître de sa course, alors peut-être moins que ce que j'aurais pu dire pour Pogacar sur Tour des Flandres, mais là, bah, il a vu que derrière, ça ne faisait pas réellement de différence, que ça coulait pas tant. Boum, il a contré. Il s'est pas posé de questions, même en roulant seul pendant 40 bornes, il a quand même continué. C'est ça aussi qui était assez fort de sa part, et je voulais quand même souligner. Mais c'est que ça a été en maîtrise cette semaine, effectivement. C'est surtout ça qui m'a impressionné. Et bah, de toute façon, de manière générale, il fait que de m'épater ce coureur parce que à chaque fois, je me dis, oh, j'ai des attentes qui sont légitimes. Au final, il les surpasse tout le temps. Et là, il gagne avec une marge énorme de 30 sur le Tour du Pays Basque, alors que d'habitude, bah, c'est des écarts beaucoup plus resserrés.
en très peu de secondes. Alors l'an dernier, certes, Almeida avait fait pas mal d'avance, mais bon, quand même, c'était assez réduit. Et là, il a vraiment fait une démonstration sur l'étape 1, sur l'étape 2. Même hier, il bat au sprint Lipovic. Alors il faut quand même un duo de 65 bornes. Moi, j'ai pu voir seulement les 20 derniers kilomètres. Mais Lipovic, c'est vrai qu'il a tenté peut-être son Vatou en faisant un sprint à plus de 900 mètres en se disant je peux essayer de l'avoir à l'usure et encore parce que c'est vrai que son démarrage n'est pas du tout saillant et du coup c'est que ça c'est parfaitement dans sa roue. Le suit. Et bah, Lipovic, en fait, son problème, c'est qu'il savait que s'il n'était pas le coureur le plus explosif. Donc, quand tu tenter à 900 mètres, on peut se dire, si tu fais une petite cassure derrière, ou alors à force de relance, tu pourrais l'avoir. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Et Paul Sexas l'a parfaitement débordé sans faire réellement, j'ai envie de dire, un peu un sprint, comment on peut expliquer. Un sprint pas de demeurer, mais en tout cas, on avait l'impression que c'était pas le sprint où c'était le plus arraché. Il avait fait l'effort pour être en tête, ce qui était logique. Il avait fait un sprint qui est quand même intéressant, mais il y a peut-être eu des sprints où il a été plus fort que celui-ci. Euh, mais voilà, il a remporté quand même 3 étapes sur cette épreuve-ci, où c'était une totale démonstration, parce que si on regarde l'étape 5, bon, derrière, ça se regardait quand même un peu, on va pas se mentir. Mais ils finissent à 1 minute, hein. Et bon, Romo avait été récupéré notamment avec Roglic dans ce groupe-ci. Bon, il n'y avait pas réellement de coéquipier, effectivement, ça se regardait. Donc ça a été plutôt bénéfique, j'ai envie de dire, pour Sexas devant, à qui ça lui a permis avec Lipovic de reprendre 1 minute. Et surtout à Lipovic d'être leader unique de sa formation, parce qu'au début, on pouvait se dire qui est-ce qui est leader entre Lipovic et Roglic. Mais il est vrai que Roglic a eu une saison, enfin pas une saison, mais c'est vrai que ça a été compliqué pour lui sur cette épreuve, il faut le dire. Euh, Parce que quand on regarde, Roglic aujourd'hui il termine très 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 loin. J'ai même pas l'écart avec Primoz. Enfin, Roglic pour essayer de retrouver. Ils sont 75 à avoir terminé. Et Roglic il termine ouais, à 23 minutes. Il finit à 21 minutes au général de Paul Sexas déjà. Qui termine l'étape à 4,15. Hein, et à 1,09 pour Johannessen. Mais oui, Roglic, bon, on savait pas trop. Alors Roglic, forcément, c'est un leader. C'est pas celui qui fait plus de travail de coéquipier, mais on ne sentait pas l'aspect qu'on aurait pu voir de cette formation Red Bull Bora. On aurait pu se dire ils vont jouer leur grade de tête, ce qui aurait pu être logique. Là, ça n'a pas été le cas. À part peut-être sur une étape où on a tenté à deux et encore, ça aurait pu être le jeudi, mais le jeudi, on s'est vite fait avoir parce que même si Roglic ou Lipovic faisaient des attaques qui n'étaient pas tranchantes ou accélération pas tranchante, on avait Bizot qui revenait pas faire la police devant, mais en tout cas montrer sa position-ci. Donc effectivement, montrer que la Décathlon n'allait pas se laisser avoir, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Après, si on regarde de manière générale, est-ce que pour la suite, pour Paul Sexas, ça peut être intéressant? La réponse est oui, parce que forcément, tu gagnes une des courses par étapes les plus difficiles de la saison. Tu sais gérer de bout en bout une épreuve comme celle-ci, où tu as eu des reconnaissances et surtout la capacité à savoir les caractéristiques de tes adversaires sur la descente, à savoir que tel ou tel coureur ne descend pas si bien que ça. Avoir un staff qui a été performant côté Décathlon, à voir un collectif qui avait été intéressant, même si aujourd'hui ça a volé en éclats, mais il y avait quand même pas mal de bons grimpeurs. Peut-être qu'il manquait un rouleur, effectivement. Ouais, du Bruno Armirail, par exemple, c'est vrai que c'était dommage qu'il soit parti. Mais en tout cas, on voit qu'il y avait vraiment un très gros collectif. Et si on revient aussi sur cette étape 6, sur la stratégie de la UAE, là je change de sujet, mais la stratégie de la UAE, où ils se mettent à rouler, et on aurait pu se dire intelligemment, on aurait une attaque dès le pied de la dernière ascension, ce qui n'a pas du tout été le cas. Très bien joué, justement, quand je parlais des corps qui pouvaient rester dans les roues, parce que oui, quand c'était des forces collectives qui étaient surreprésentées, forcément c'était eux qui roulaient, ce qui est logique, parce qu'ils ont plus de corps. Et si tu fais rouler à 1 voire 2, les relais reviennent peut-être. Bon, là c'est vrai que tu te donnais à fond, mais je veux dire dans le sens où est-ce que les relais revenaient plus rapidement que le duo de tête, quand c'était que Scialmos et Eli? Pas forcément, parce que c'était les mêmes coureurs souvent qui roulaient. Mais en tout cas, généralement, quand tu es dans un groupe, les relais reviennent moins rapidement, effectivement, que quand tu es dans un petit groupe d'échappés. Sauf que la UE s'est mise à rouler très très fort, justement. Et au final, on n'a pas eu d'attaque, c'est directement attaque dès le pied d'un coureur qui justement était resté dans les roues, qui s'était fait oublier, avec André Auguste, seulement 20 ans, un coureur très talentueux, notamment avec sa victoire cette saison sur le Tour de la Communauté de Valence. Et oui, il avait des capacités de puncher, il faut le souligner. Il a réalisé vraiment une très très belle étape. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce final. Il s'est pas réellement mis dans le rouge quand il a accéléré. Enfin, il n'a pas fait à part sur sa première attaque quand il s'extirpe du groupe, suivi par Raoul Garcia Pierna. Après, il n'a pas fait plusieurs relances. Il était vraiment concentré sur un rythme régulier, au train. Alors, il y a juste après un virage où il accélère par rapport à Raoul Garcia Pierna en dansant, mais au final, Raoul Garcia Pierna commençait peut-être déjà un peu à piocher avant.
Mais à part peut-être sur ces deux accélérations-ci, c'est vrai qu'il se mettait très peu dans sur un rythme vraiment. Il lissait son effort et même il récupérait du temps en groupe Sexas dans la dernière ascension. Et c'était très très bien vu de sa part, rester dans les roues, se faire un peu oublier, sachant qu'il était tout seul pour sa formation. Et bim, dès le pied contré. Surtout, c'était un moment où on avait l'impression de voir peut-être un Novak ou un Marc Solé s'écarter pour la UAE. Une équipe UAE qui avait quand même déjà perdu Gauche Ardennes depuis 1 ou 2 kilomètres. Ce qui est vrai que quand on voit par exemple Novak, voire même, enfin, ou Solé, peu importe l'un des deux, ou même les deux, plus s'écarter, on peut se dire bah, comment ça va s'organiser. Il y a peut-être quelques secondes de flottement et boum, c'était le moment d'y aller. C'était très très bien vu que d'anticiper dès le pied. Au final, personne ne l'a réellement revu. Et il a vraiment réalisé une sacrée étape et un sacré final pour Savard parce qu'il met quand même, bon, il met 16 secondes à Raoul Garcia-Piana, mais après, ça a plus de 30 secondes pour Vandenbroek et Glifkar. Vandenbroek, ça va être très important pour l'équipe Picnic post-Nel, les points UCI. Mais oui, ça a vraiment été une belle étape de la part d'Andre-Auguste qui, voilà, sur le tour de la Communauté de Valence, remporte une étape, finit 7ème au général du Tour de la Provence également, qui fait une belle saison, moi. C'est un coureur qui est né en octobre 2005, il a un peu moins d'un an d'écart avec Paul Sexas. Bon, quand on regarde sur PCS, sur PCS, pardon, il a des capacités en grimpeur en classement généraux et en punch, mais en tout cas, c'est vraiment un coureur qui a su aussi. Enfin, beaucoup de monde a juste titre parler de Sexas aujourd'hui, mais il faut pas oublier que ce coureur-ci a vraiment un sacré talent, qu'il arrive quand même chez Ineos en 2024, donc il a à peine 18 ans, enfin 18, oui, même pas loin de 19 ans. Il est très solide, il a des capacités de rouleur aussi, enfin capacités de rouleur dans le sens où, dans le final, il a su gérer son écart sans réellement perdre de temps par rapport à ses adversaires. Il a fini également 7ème de la semaine Coppi Bartali en début de saison, donc il montre que sur des courses d'une semaine, il peut répondre présent dans ses capacités de récupération parce que j'ai parlé du Tour de la Provence et de l'épreuve à laquelle il a participé, justement finissant 7ème comme sur le Tour de la Provence de la semaine internationale Coppi Bartali. Et surtout, aujourd'hui, ça peut être très intéressant, c'est de voir qu'il a réussi à très bien finir comme cette équipe Ineos qui n'a pas démérité parce qu'on a eu Kevin Auclin qui a été très à l'offensive, la victoire d'Axel Laurence. Moi, j'ai pu voir seulement 1 kilomètre ce jour-là. Mais Axel Laurence face à un adversaire comme Arieta qui est lancé loin, forcément, Arieta a lancé son batou, il a fait ce qu'il pouvait face à un Axel Laurence qui savait meilleur grimpeur, meilleur sprinter et puncher que lui. Et Axel Laurence a directement répondu dans la roue. Il n'a pas laissé vraiment le temps à son vis-à-vis, entre guillemets, de le décramponner d'1 ou 2 mètres. Il a attendu, et puis il l'a déboîté dans les 100 derniers mètres avec sa pointe de vitesse. Très très grosse victoire aussi d'Axel Laurent cette semaine-ci. Cette semaine qui de manière générale pas répondu, mais en tout cas a été favorable au coureur français parce que quand on regarde au classement général, t'as Champoussin qui est 5ème, t'as Vauclin qui est 10ème et Baudin 9ème, sachant que Vauclin et Baudin avaient déjà fini tous les deux dans le top 10 de cette épreuve, c'était en 2024 quand on regarde, parce que si on peut regarder 2024 sur le Tour du Pays Basque, il me semble que Vauclin doit finir 8 et je dirais 10ème pour Baudin ou 9ème. Non, ouais, Baudin 10ème et 8ème Vauclin. Donc j'avais ça et au final, le 10ème à l'époque était Baudin, était à 3,07. D'ailleurs, Natoro a fini 7ème. Et Ayuso avait gagné le général, je sais que j'avais. Ouais, avec Rodriguez qui a gagné la dernière étape. Mais 3 minutes d'écart entre le premier et le 10ème. Mais le deuxième, 42 secondes pour Rodriguez et 43 pour Scalmoz. Bon, là, il y avait 7 minutes d'écart, on dirait un écart de Tour de France. Mais en tout cas, j'ai vraiment énormément apprécié. Il faut le préciser. C'était la cette semaine où j'ai pris énormément de plaisir. Et puis côté français, ça a réussi. Mais déjà, on a déjà Martinez qui a fini deuxième avec Valentin Pépin 4ème sur le Tour de Catalogne. Cette saison, on avait quand même la 4ème place de Kevin Auclin, la 5ème de Lenny Martinez, la 8ème de Mathis Rondel et la 9ème d'Alex Baudin. Donc déjà 4 Français dans le top 10 de Paris-Nice. Ce qui montre qu'on a comme cette densité et cette jeune génération qui arrive de plus en plus. Et là, vraiment, ce que j'ai voulu souligner aussi sur Sexas, moi, ce qui m'impressionne déjà, c'est la maturité en course, le calme, et c'est surtout aussi, notamment ce qu'on peut voir dans ces citations que Decathlon ont publié sur Insta, c'est qu'ils pensent directement au staff par rapport au travail qu'ils ont fait et à l'équipe. Et ils mettent beaucoup le sens du collectif en avant. Et ça aussi, ça compte. Parce qu'il y aura un leader, bien évidemment, ça reste celui qui est le plus fort physiquement, qui a le plus de capacité pour aller chercher un bon résultat, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de fédérer autour de soi. Et c'est que ça, c'est fédérer autour de lui.
rien que l'exemple de Nicolas Prudhomme quand il lui laisse la victoire l'an dernier, alors que la direction sportive voulait l'inverse, ce qui montre aussi la jugeote du côté de Pascal de dire bah non, celui qui était le plus fort aujourd'hui c'est mon coéquipier, je vais le laisser gagner. Lui qui n'a pas de victoire encore en pro, et en plus après bah, Prudhomme il gagne une étape sur le Giro, il gagne une étape sur le Tour de l'Ain, la Polyne Normande, une étape plus le général sur la route d'Occitanie, ce qui a permis de débloquer quelque chose. Et justement, ça pourrait lui dire, lui faire rappeler plus tard, bah écoute, Paul Sexas s'est sacrifié pour moi pour ma première victoire, il me l'a laissé gagner. J'aurais encore plus envie d'aller au bout de moi-même pour lui permettre de s'imposer. Et ça peut compter aussi, bien évidemment. Et surtout quand tu as vu cette semaine, un coureur comme Richie Tilo, on parle d'un coureur qui a fini 5ème de la dernière Volta, se mettre à son service. Bon, Prud'homme, j'en ai parlé. Mais Lio Bisio, c'est un mec qui a fini 4ème du Tour de l'Avenir en 2024, qui a quand même remporté un titre de champion du monde de cyclocross chez les jeunes. Une étape sur le Tour de Burgos, c'est également mis au service de Paul Sixas. Même si Bisio bah, reste aussi un jeune coureur. Hein. Le Bisio, il a 21 ans. Mais aussi cette équipe Decathlon qui était très jeune. Ça aussi, c'est une information à se dire. Et malgré le fait que c'était une équipe très très jeune au départ, ils ont quand même réussi à avoir un collectif plus que structuré. Et les moyens qui ont été mis du côté de cette formation Decathlon, ben, on voit que, que ça donne des résultats parce que la formation Decathlon CMA-CGM, cette saison, a pas mal de résultats. Elle est déjà à 15 victoires. Ça aussi, ça compte. 15 victoires cette saison. Et vraiment, bah, des victoires, je pense aussi au Down Under par exemple. Il y avait Tirreno aussi avec l'une d'Andresen, donc plus les 3 étapes et le général, ça fait déjà 6 victoires pour en World Tour. Ils avaient des ambitions, je crois que c'était en 2020, entre 2027, 2028, voire 2029, de gagner le Tour de France avec un coureur français. C'est dans les ambitions qu'ils avaient expliqué vers 2024. Un article d'RMC que j'avais vu du patron d'équipe avant le Tour de France qui partait d'Italie. En tout cas, c'est très annonciateur pour l'avenir sur Paul Sexas. Et puis la victoire d'Aramburu aussi, qui était très solide. Mais Aramburu, Izagirre, on sait que c'est des étapes et des courses où ils savent performer parce que le Tour du Pays Basque, ils arrivent toujours à se transcender et à être bah, limite dans la forme de leur saison. Enfin, c'est vraiment le Tour du Pays Basque, la course où ils sont le plus en forme, le plus performant. Et c'est forcément, bah, déjà, ils se transcendent chez eux, les coureurs basques. Et là, c'était le cas avec Izagirre qui finit encore quatrième du général, c'est ça, ouais, quatrième du général à 37 ans. Bilbao aussi, hein, quand même à 36 ans, lui qui va mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison, qui a quand même remporté 2 étapes du Giro en 2019. Ah, j'avais le souvenir d'une étape du Giro en 2019. Mais il avait remporté quelle autre étape je me souviens de la 20e étape et la 7e. La 7e étape, il la remporte devant qui? 7e étape du Giro 2019. À l'Aquilia. Il s'impose déjà devant Tony Galopin. Il s'est imposé les 2 fois devant Tony Galopin. Je ne me souvenais pas du tout, mais c'est un coureur aussi qui est très régulier, capable comme Guillaume Martin de prendre des échappées. Guillaume Martin qui a quand même enchaîné 4 échappées à la suite sur cette épreuve-ci. Mais au final, même c'était des échappées très volumineuses, dignes d'un Tour de France, parce que les écarts étaient immenses aussi et que ça se prêtait. Et que le terrain s'y prêtait de manière générale. Et ce qui a aussi débridé cette course, le fait que Sixas d'entrée fasse de gros écarts, ça a permis justement de débrider, qu'on ait pas mal d'attaques et aussi qu'on ait des retournements de situation. Par exemple, pour le général avec Tobias Arandu-Hannessen, même Marietta qui finit 8ème ce soir au général. On voit d'ailleurs Champoussin qui finit 5ème, l'an dernier il avait fini 10ème de cette épreuve-ci, ce qui montre aussi qu'il est, j'ai envie de dire, oui, en progression. Ça aussi c'est à souligner pour cette formation XS Astana. En tout cas, c'est vraiment une épreuve très très intéressante. Côté, bon, pas que pour les résultats côté français, mais ce que je voulais vraiment souligner, c'est qu'on a eu un Paul Sixas qui a été monstrueux, qui montre, j'ai envie de dire que c'est entre guillemets l'avènement, mais en tout cas que c'est effectivement quelqu'un sur qui il faudra compter à l'avenir, même si on n'en doutait pas, et que surtout, bah oui, il sait répondre présent quand on l'attend, et ça aussi, ce qui montre psychologiquement des choses, c'est qu'il se sait attendu, il savait qu'il avait la possibilité, pourquoi pas, de performer, et même, voire même de gagner, même s'il ne s'attendait pas à la fois à gagner, surtout de cette manière-ci, avec autant d'avance le chrono, mais il avait déjà prévu depuis plus d'une semaine ce qu'il allait faire sur la 2e étape, et voilà, la meilleure défense à l'attaque, il a expliqué, il y est allé, il a gagné. Et il a vraiment été très 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 performant cette semaine-ci. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est quand même qu'on avait pas mal de coureurs. Kamil Lipovic, c'est pas spécialement le profil de course qui lui convient le plus, mais il a tenté d'être offensif aussi sur cette épreuve-ci.
Et puis même Cofidis, ça leur permet de prendre pas mal de points ici. Même Romo aussi, quand même, qui est 7ème au classement général pour la Movistar, ça lui fera du bien à cette formation-ci. Mais aussi, bon, Skelmos, qui était peut-être un peu en meilleure condition aujourd'hui qu'après son trou noir, entre guillemets, au général de la veille. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié cette épreuve. Ouais, je veux dire, cette course-ci. Moi, quand je me disais, d'ailleurs, vous savez, j'avais parlé de quelle saison 2026 pour le cyclisme français. Quand je parlais justement de la victoire de Sexas sur le Tour d'Algarve, je disais 3 victoires d'étape français sur le prochain Tour de France, ainsi que le fait que le meilleur français au classement général finisse dans les 10 premiers en faisant un meilleur résultat que le meilleur français au classement général final de l'édition précédente. J'imaginais au moins une victoire d'étape sur chaque grand tour, un français en top 10 de chaque grand tour, et surtout une victoire d'étape sur une course par étape pour le tour, mais je pensais pas le Tour du Pays Basque, je pensais plus Romandie ou Tour de Suisse dans le profil, voire même Catalogne, mais Tour de Suisse et Romandie, il y a Pogacar au départ face à Lenny Martinez. Ce serait intéressant de voir Lenny Martinez comment il a progressé parce qu'il fait souvent les mêmes épreuves. Je dis souvent, mais là il est passé de 2024 7ème, 2025 5ème, 2026 2ème par exemple de Catalogne. Ça va être intéressant de voir ce qu'il pourra faire après sa 9ème et sa 2ème place sur les 2 dernières éditions du Tour de Romandie pour Lenny Martinez. Ce qui montre aussi qu'il y a de la ressource côté cyclisme français. Moi j'imagine aussi des victoires sur les Ardennaises. Mais c'est une disette en moins qu'on n'entendra plus parler. Et moi, la dernière fois qu'on a gagné une course par étape du coup hors tour de Californie, même si c'est pas hors tour l'année après, et encore, je ne suivais pas le cyclisme au moment où la FIB gagne le Tour de Californie. C'est à partir du Tour 2016 où je me suis vraiment intéressé davantage. Et j'avais que quelques mois quand le Dauphiné avait été remporté, ce qui montre, ce qui montre aussi, pas qu'une évolution, mais c'est vrai que c'est une des courses les plus difficiles. Et moi, quand j'imaginais Paul Sexas, pourquoi pas en mettre dans les courses par étapes World Tour qu'il pouvait gagner et que je voulais qu'on gagne en une semaine, il y avait le Pays Basque parce que c'est une course très difficile. J'ai parlé des caractéristiques tout à l'heure, le fait qu'on est quand même très grand artiste parce qu'il bat pas n'importe qui. Il bat le 3ème du dernier Tour de France et le 6ème de la dernière épreuve qui a fini 4ème, le 3ème et le 4ème du dernier Dauphiné aussi. Et un ancien vainqueur du Tour de l'Avenir avec Johan Nessen. Et Zagaï venait de remporter quand même Miguel Indurain. Bilbao, c'est toujours un coureur très régulier, j'en parlais, qui a une capacité à prendre des échappées, mais aussi à lisser son effort dans les ascensions de manière générale dans les grands cols. Romo qui est un très bon coureur également. Quand on regarde de manière générale sur d'autres coureurs, il y avait qui par exemple Kevin Auclin, qui est 7ème du dernier Tour de France et 4ème de Paris-Nice cette saison, 2ème du dernier Tour de Suisse. Baudin, c'est quand même 9ème du dernier Paris-Nice. Et c'est un coureur qui est capable de faire une top 10 sur des courses par étapes parce qu'il avait fini déjà 3ème tour, Great Tour of Granchi et du coup 10ème d'un tour un tour du Pays Basque. Donc voilà, un tour du Pays Basque qui était quand même très montagneux parce qu'ils l'ont dit sur Eurosport, plus de 16 000 mètres de dénivelé en 6 étapes, dont les 6 étapes, il y avait quand même un chrono de 13 bornes. Mais bon, en tout cas, on a quand même parlé une petite demi-heure. Je pense que demain, on va se faire quand même le débrief de Paris-Roubaix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok Cyclisme 3D. Mais je disais, sur Paul Sexas, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la capacité qu'il a eu à sortir la course en voyant que ça ne peut pas revenir. Boum, il a contré. Très gros démarrage. Ça fait un peu le moral de ses adversaires. Et certains vont dire que c'était bête, mais pas du tout. Le fait de partir en course, ça lui a permis de gagner de la distance et empêcher justement à Johannessen de prendre trop d'avance. Ce qui a quand même permis de réduire l'écart. Il était quasiment jusqu'à 2,19. Bon, au final, ça remonte à 4,10, à 4,10. Mais cet effort-ci lui a permis de sécuriser, entre guillemets, de sécuriser le maillot et de leader parce que déjà ça a dû employer les Yef mais j'ai dit tout à l'heure Lipovic aussi, ça a dû employer ceux qui étaient derrière lui pour lui permettre, déjà pour qu'il revienne dessus et réduire l'écart avec Lipovic parce que peut-être que si ça se serait regardé dans la même situation s'il n'avait pas fait l'effort et imaginons il aurait terminé à peut-être à 6 minutes. Mais je suis surtout très content de remporter une course par étape de niveau World Tour. Ça faisait longtemps que j'avais envie de remporter une course de ce niveau-là. Encore plus avec le Tour du Pays Basque, qui est une course que j'apprécie dans sa difficulté et qui est toujours très très intéressante. Et j'en parlais aussi quand je faisais mes commentaires sur Benelli, qui avait commencé par une chute, avant même le chrono sur la reconnaissance où il avait percuté une spectatrice, enfin, il était percuté par une spectatrice. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'en voyant que tu termines bien sur une course de préparation, même si certains vont dire qu'il n'y en a plus aujourd'hui de course de préparation, mais si tu commences en boulet de canon et que tu finis très très bas en termes de forme, c'est que tu as eu un petit problème en termes de gestion. Par contre, si tu commences piano piano et que tu finis très fort, là ça montre que ta condition
sera forcément augmentera. Également que tu récupères plutôt bien, ce qu'on a vu aussi un peu cette semaine avec Sexa, c'est qu'il a quand même pu bien récupérer, malgré le fait qu'il arrivait beaucoup plus tard que tous ses autres coéquipiers à l'hôtel et surtout qu'il avait le protocole tous les jours. Même si on va dire c'est peut-être pas le protocole du Nord pour le maillot jaune sur le Tour de France, mais ça reste quand même un protocole handicapant. En plus avec beaucoup de médias français aussi qui étaient venus, bah oui, ça rentre en compte de cette manière-ci. Bref, on se retrouve très bientôt pour Paris-Roubaix. C'est ici que je me pour du bien à la prochaine. Ciao ciao.